Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, je vais vous faire une petite parenthèse parce que je ne vais pas vous parler beaucoup de cœur. J'ai préféré faire un diaporama, enfin un panorama de la vaccination Covid avec les actualités à aujourd'hui. Alors, c'est le vert? Oui. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je peux diffuser. Voilà. Où en est la campagne de vaccination en France? Eh bien, vous vous souvenez, le 27 décembre, Morissette reçoit sa première injection de vaccin de Pfizer et elle initie ainsi la campagne de vaccination en France, qui repose actuellement sur 4 vaccins. Ces 2 vaccins ARN, celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna, et sont venus ensuite les vaccins vecteurs viraux, celui d'AstraZeneca et plus récemment celui de Janssen. Sont en cours d'évaluation par l'EMA le vaccin de Gamaleya, donc Sputnik V, le vaccin de CureVac, qui est un 3e vaccin à ARN, et puis 2 vaccins qui reposent sur des technologies plus classiques, celui de Novavax et celui de Sinovac. Les cibles vaccinales à l'heure actuelle, c'est très simple, ça a été très compliqué pendant un temps. C'est beaucoup plus simple puisque ce sont toutes les personnes de 18 ans ou plus, quelle que soit leur comorbidité, et les personnes de 16 à 17 ans qui ont un très haut risque de Covid-19 grave. Les schémas vaccinaux, pour les vaccins ARN, c'est 2 doses à 6 semaines d'intervalle, avec des petites exceptions. Et pour le vaccin d'AstraZeneca, 2 doses à 12 semaines d'intervalle, vaccin qui est réservé aux personnes de 55 ans et plus, de même que le vaccin de Janssen, qui est en dose unique. À l'heure actuelle, 26,5 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, et vous pouvez voir ces chiffres actualisés au jour le jour sur le site du ministère. Un mot sur l'efficacité vaccinale de ces différents vaccins dans les essais cliniques, ce qu'on appelle en anglais l'efficacy. Le critère d'évaluation principal dans toutes ces études est la protection contre les cas de Covid-19 symptomatiques et documentés chez des personnes qui n'ont pas d'antécédents de Covid-19. Concernant l'efficacité vaccinale avec les vaccins ARN, vous savez, elle est excellente puisqu'elle protège 95% pour Pfizer ou 94% des cas de Covid-19 symptomatiques, avec une efficacité vaccinale qui démarre à J12 ou J14 et des courbes de survie qui sont absolument magnifiques. Pour les vaccins vecteurs viraux, ils ont été plus sujets à débat. Pour le vaccin d'AstraZeneca, l'efficacité clinique dans les essais cliniques est moindre, à 62%. Avec néanmoins, sur la publication qui a suivi et un recrutement de nombre de personnes augmenté, une efficacité vaccinale qui est à 81% pour les personnes quand elles reçoivent leurs 2 doses de vaccin avec un intervalle d'au moins 12 semaines, et une efficacité vaccinale qui démarre là aussi dès la première dose de vaccination. Janssen a à peu près le même chiffre d'efficacité vaccinale, 67%, 14 jours après la dose unique. En vie réelle, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on appelle l'effectiveness en anglais. Alors pour Pfizer d'abord, l'expérience première a été celle d'Israël qui a démarré sa campagne de vaccination très vite et très fort. Donc voilà par exemple les données d'une étude qui a comparé la survenue des événements liés au Covid-19 chez des personnes vaccinées versus des personnes appariées sur les risques de faire une infection et les risques de faire une infection grave. 600 000 personnes dans chaque bras sans antécédent de Covid. Et dans cette étude, on retrouvait une protection contre la maladie de 57% après la première dose et 94% après la deuxième dose. Donc on est vraiment dans les mêmes chiffres que ceux de l'essai clinique de phase 3, avec une protection excellente sur les formes sévères et sur la mortalité, mais on n'avait pas assez de recul pour donner un chiffre après la deuxième dose. Et on voit pour la première fois que c'est un vaccin qui a également une efficacité sur les infections. Alors là, c'était infection avec ou sans symptômes. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais depuis, plusieurs études sont parues ou sont en cours de parution, avec à chaque fois des chiffres d'efficacité vaccinale contre le Covid qui sont du même ordre d'idées et similaires aux essais cliniques, des chiffres d'efficacité contre les formes graves excellentes et une efficacité très significative sur les infections, y compris les infections asymptomatiques. Pour ce qui est du vaccin d'AstraZeneca, on
on a l'expérience du Royaume-Uni qui a beaucoup utilisé le vaccin d'AstraZeneca. Donc, par exemple, ici, une étude menée en Écosse, qui est une étude observationnelle qui a concerné environ 5 millions de personnes, avec une forte couverture vaccinale assez rapidement. Ils ont calculé l'efficacité des vaccins d'AstraZeneca et de Pfizer sur les hospitalisations de Covid-19. Après une première dose de vaccin et en tenant compte des facteurs confondants, ils ont donné des résultats par classe d'âge et par délai entre la vaccination et la survenue de l'événement. Donc vous voyez sur les graphes en haut les couvertures vaccinales en fonction des classes d'âge, donc qui ont bien sûr augmenté rapidement chez les personnes plus âgées. Et vous voyez sur l'histogramme la répartition des vaccins en fonction des classes d'âge. Et au Royaume-Uni, le vaccin d'AstraZeneca a été d'emblée utilisé chez des personnes plus âgées, alors qu'on l'avait réservé en France aux personnes plus jeunes. Les résultats de cette étude, pour faire très rapide, sur un délai de 28 à 34 jours après la vaccination, le vaccin de Pfizer protège à 91% contre les hospitalisations pour Covid-19. Les chiffres sont similaires avec AstraZeneca. Et pour les deux vaccins, quand on se met par strate d'âge, on trouve une efficacité qui est également excellente chez les 18-64 ans, les 65-79 ans. Une efficacité qui est maintenue, un tout petit peu diminuée, mais maintenue chez les personnes les plus âgées. Et c'est à partir de cette publication qu'on a autorisé d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca chez les personnes de plus de 65 ans en France. Est-ce que les vaccins sont efficaces sur la transmission? Donc, je vous l'ai déjà un petit peu montré. Oui, ce sont des vaccins qui sont efficaces contre l'infection, symptomatique ou asymptomatique. Si les personnes s'infectent alors qu'elles ont été vaccinées, certaines études, en particulier une étude israélienne que vous voyez ici, a montré que la charge virale SARS-CoV-2 était moindre en cas d'infection quand les personnes étaient infectées au moins 12 jours après avoir reçu leur première dose de vaccin. Et vous voyez sur le graphe qu'en effet, le nombre de cycles en PCR qui permet de révéler le SARS-CoV-2 est très augmenté à partir du 12e jour, ce qui signifie à l'inverse que les charges virales sont très diminuées dans ces conditions-là. Et on a la preuve maintenant directe qu'on a une protection grâce à ces vaccins contre la transmission à son entourage. Je vous ai montré deux études de cohorte du Royaume-Uni, avec une première étude qui a été faite chez les soignants, qui montre une efficacité à 54% contre la transmission à son entourage quand le cas index a été vacciné et malgré tout infecté. Donc ça, 15 jours après la deuxième dose du vaccin. Et en population générale, on a le même type de données, avec une efficacité démontrée sur la transmission à son entourage dès 21 jours après la première dose de vaccin. Donc les personnes peuvent s'infecter effectivement après avoir été vaccinées, mais dans ces conditions-là, vont transmettre 2 fois moins à leur entourage. Est-ce que les vaccins sont efficaces sur les variants préoccupants? C'est une question préoccupante qui fait couler beaucoup d'encre et on n'a pas terminé. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, in vitro, et ce qui a inquiété très très rapidement, c'est que les anticorps ont un pouvoir neutralisant très diminué sur les variants préoccupants par rapport aux variants historiques. Donc concrètement, quand on fait une sérologie, on mesure une soupe d'anticorps et on a des possibilités de regarder la fonctionnalité des anticorps dans le blocage de la protéine S et donc le blocage de l'infectiosité du virus. On sait qu'un antécédent d'infection par un variant historique protège incomplètement contre les variants sud-africains ou brésiliens. Ça a été démontré dans les essais de phase 3 de certains vaccins qui se sont produits alors que le variant sud-africain était en augmentation. Par contre, concernant la vaccination, il y a un petit effet négatif, mais quand même un maintien global, un maintien vraiment non négligeable de l'efficacité vaccinale sur les variants. Et les études les plus abouties sont celles qui ont été faites sur le variant sud-africain, avec une extrapolation très très probable sur le variant brésilien. Donc, les études de phase 3 de Janssen et Novavax ont montré une baisse modérée d'efficacité vaccinale dans leurs essais qui ont eu lieu en Afrique du Sud. Mais un maintien de l'efficacité avec quasiment pas de diminution sur les formes graves. Pour Pfizer, on a un essai de phase 2 qui est réalisé en Afrique du Sud et on a l'expérience en vie réelle du Qatar qui a été publiée tout récemment qui montre que l'efficacité vaccinale sur les infections 14 jours après la deuxième dose est un petit peu diminuée, 75% versus 90% par rapport aux variants historiques, mais que l'efficacité vaccinale sur les formes les
plus sévères, ça bug sur le retour, sur les plus sévères étaient excellentes et non différentes entre les différents variants. Et puis pour le vaccin d'AstraZeneca, le pauvre, on a plutôt des retours négatifs et pas encore de choses pour rattraper ça. On a une efficacité vaccinale qui est à 20% et qui est non significative. Ce sont des chiffres issus d'un essai de phase 2 qui a eu lieu en Afrique du Sud avec un effectif faible, des gens en bonne santé. Ils n'ont eu que quelques Covid bénins. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas de protection avec le vaccin d'AstraZeneca sur les Covid bénins liés aux variants sud-africains. Mais on n'a eu aucun cas de Covid grave et donc il n'était pas possible de tirer des conclusions sur la protection sur les Covid graves. Je ne l'ai pas noté, mais par contre, petit point positif, les modèles animaux montrent effectivement sur l'analyse des anticorps une très forte diminution d'efficacité, mais on n'en a pas des poumons protégés par l'injection de vaccin d'AstraZeneca. Les variants indiens, donc c'est les variants indiens avec un plus préoccupant parce qu'il a pris toute la place en Inde et il est en augmentation, entre autres en Angleterre, plus généralement en Europe. Il a une diminution moindre du pouvoir neutralisant des anticorps. Et en effet, en termes d'efficacité en vie réelle, l'impact semble moindre également, avec une baisse d'efficacité après 2 doses de Pfizer ou 2 doses d'AstraZeneca qui est relativement légère. Donc c'est des choses qui ne sont pas trop inquiétantes. Un petit mot de tolérance et de sécurité des vaccins Covid-19. Donc pour faire très synthétique, oui, ce sont des vaccins qui sont fréquemment réactogènes et le vaccin d'AstraZeneca, en termes d'intensité, est un peu plus réactogène. Le signal de poussée d'hypertension artérielle avec les vaccins ARN est confirmé. Le syndrome, donc nouveau nom pour le syndrome qui s'est appelé VITT et qui maintenant s'appelle le STT, le syndrome de thrombose et thrombopénie, malheureusement est confirmé avec les vaccins adénoviraux, AstraZeneca et Janssen. Les points verts, c'est aucun signal chez les femmes enceintes ou allaitantes. Le signal des paralysies faciales qui était allumé au cours des essais cliniques, finalement, s'est éteint. Et puis des choses qui sont en cours d'analyse. Alors il y a des rares cas de syndrome de Guillain-Barré ou de polyradiculonévrite au sens plus large, des déséquilibres de pathologie chronique, des survenues de zona, quelques méningoencéphalites zostériennes, des thrombopénies en particulier immunologiques, des rares cas de réactivation EBV et puis des myopéricardites. Alors un petit mot sur le syndrome thrombose et thrombopénie. D'un point de vue purement pharmacovigilance, la Brighton Collaboration a émis tout récemment les définitions qu'il fallait utiliser. Concrètement, à quoi ça ressemble? À des thromboses veineuses cérébrales surtout, ou des thromboses veineuses plancniques. Et puis moins souvent, des thromboses multisites et peut y avoir des atteintes artérielles, thrombose et thrombopénie ou des CIVD isolés. Au 27 mai, 47 cas, dont 12 décès, ont été rapportés en France pour un peu plus de 4,5 millions de doses d'AstraZeneca. Au niveau européen, mes chiffres ils sont moins actualisés et c'était 169 TVC et 53 thromboses plancniques pour 34 millions de vaccinés. Et aux États-Unis, avec le vaccin Janssen, puisqu'ils n'utilisent pas le vaccin d'AstraZeneca, au 7 mai, ils ont rapporté 28 TTS, dont 3 décès pour 8,7 millions de vaccinés. Vous voyez qu'on est sur des incidences très très faibles, mais avec des syndromes qui aboutissent à 25% de mortalité environ et qui, bien sûr, font beaucoup de bruit. Ce sont des syndromes qui ont été rapportés de manière plus fréquemment chez les femmes de moins de 60 ans. Mais à mesure que les campagnes de vaccination changent, par exemple en France où on ne vaccine plus les personnes de moins de 55 ans, eh bien, la survenue de syndromes persiste avec des fréquences un peu moindres. Mais donc, on a une médiane d'âge qui augmente au fur et à mesure des semaines qui passent. Le mécanisme est très certainement auto-immun de type TIH. Et quand cela a pu être réalisé, la plupart des patients avaient la présence d'anticorps anti-PF4.
Des algorithmes de prise en charge ont été écrits. Vous pouvez retrouver celui du GEHT sur le lien que je vous note. Très concrètement, l'algorithme commence par thrombose et thrombopénie. Voilà, on commence comme ça. En l'absence de thrombopénie, on peut utiliser de l'héparine et il n'y a pas d'alerte. Dans le cadre d'une thrombopénie et lorsque le diagnostic est encore incertain, il faut absolument éviter le traitement par héparine et dans les cas graves, avoir recours éventuellement à la corticothérapie ou aux IGIV. Concernant les myocardites, donc pareil, la Brighton Collaboration vient d'écrire des définitions pour ce qui est de la pharmacovigilance pure et dure. Les cas ont un petit peu explosé ces derniers temps puisque j'ai donné le diaporama mardi et j'avais 80 et quelques cas en Israël et je suis passée à 275 cas rapportés en Israël, mais attention, il s'agit de la presse générale et j'ai pas vu de confirmation dans des données scientifiques et les seules données scientifiques de pharmacovigilance pure et dure que j'ai pu trouver, ce sont celles de Dravigilance avec 70 cas rapportés fin avril, dont 3 décès. Aux États-Unis aussi, ils ont vu une augmentation des cas rapportés à leur système de pharmacovigilance, ce qui, de toutes les manières, va avec le fait que la campagne de vaccination s'élargit vers les classes d'âge les plus jeunes. L'analyse qui en a été faite et qui a été publiée, c'est que ce nombre de cas est rare et n'excède pas le nombre de cas attendus aux USA. Donc en Israël et aux États-Unis, c'est des jeunes hommes essentiellement, autour de J4 après la 2e dose du vaccin de Pfizer, avec pour les États-Unis par contre des cas non sévères puisqu'ils ont tous été rétablis où l'issue n'est pas encore donnée. En France, les choses se sont accélérées également puisqu'on est resté sur un total de 8 cas de myocardite à l'issue des 4 premiers mois de la campagne de vaccination. Et puis 8 cas supplémentaires en 2 semaines, et puis ceux qui sont publiés dernièrement par la NSM, et non publiés, les 6 cas sur la période des 10 jours qui viennent de se passer. La description est assez différente par contre, puisqu'on a des personnes qui ont présenté leurs symptômes après la 2e dose de vaccin ou après la 1re dose de vaccin. Une moyenne d'âge plus grande, 3 femmes, 5 hommes, et dans 2 cas, une cause infectieuse était éventuellement retrouvée. Donc on va trouver en ce moment et dans les jours qui viennent des case reports. Donc j'ai pris celui de Pediatrics, qui est un recueil de cas rapportés après appel à témoignage auprès des collègues, qui est publié dans Pediatrics hier. Il s'agissait de 7 jeunes hommes de 14 à 19 ans qui ont eu leurs symptômes effectivement très rapidement après leur 2e dose de vaccin de Pfizer, avec des myocardites certaines, un bilan étiologique négatif. Ils étaient tous guéris après avoir reçu des AINS et ou des corticos ou des IGIV. Je vais terminer sur quelle vaccination pour les populations particulières. Alors pour les personnes qui ont un antécédent de Covid, il est recommandé de recevoir une seule dose de vaccin avec un gros rationnel pour expliquer cette recommandation. Donc 3 à 6 mois après l'infection, qu'il y ait eu ou pas des symptômes lors de cette infection. Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner à partir du 2e trimestre de grossesse. Il y a des découvertes de grossesse après la 1re dose de vaccin. Pas de panique dans ces conditions-là. Le schéma peut continuer ou s'interrompre si la personne est un peu stressée de recevoir le vaccin pendant sa grossesse. De toutes les manières, la 1re dose protège. Et si la 1re dose a été mal tolérée avec une forte réactogénicité, on recommande de décaler la 2e à après l'accouchement. Pour les immunodéprimés, c'est un problème. On n'a pas encore d'essais cliniques. Dans les essais cliniques de phase 3, bien entendu, il y avait peu d'immunodéprimés ou de forts immunodéprimés. Très clairement, certains sous-groupes d'immunodéprimés répondent très mal d'un point de vue biologique à la vaccination, avec une immunogénicité très très diminuée, particulièrement chez les transplantés d'organes solides. Et très concrètement, ça se solde par des échecs vaccinaux, puisqu'on a eu en France une grosse dizaine de cas d'infection chez des transplantés, dont des cas graves et dont des décès. Donc il est recommandé chez ces personnes les plus immunodéprimées, avec probablement un élargissement de cette recommandation aux moins immunodéprimés dans les semaines qui viennent, une 3e dose de vaccin 4 semaines après la 2e dose, quels que soient les vaccins qui ont été faits. Et la vaccination, ça c'est vraiment très 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 important. Je crois que c'est vraiment un message à faire passer, et pour les rituximab et pour les personnes les plus immunodéprimées, vraiment de vacciner très largement l'entourage de ces personnes avec un maintien des gestes barrières.
Et puis, il y a certainement du monde concerné. Que faire pour les personnes de moins de 55 ans qui ont reçu leur première dose de vaccin d'AstraZeneca? Eh bien, il est recommandé de faire une deuxième dose avec un vaccin ARN, Pfizer ou Moderna, 12 semaines après la première dose. On n'avait pas vraiment de background au moment de l'émission de ces recommandations, mais on commence à en avoir, avec par exemple les résultats d'une étude espagnole qui a étudié les effets de la vaccination AstraZeneca puis Pfizer avec au moins 8 semaines d'intervalle. Ils ont montré que l'immunogénicité était vraiment très fortement boostée après le rappel, au moins aussi fortement que s'il s'était agi d'un schéma vaccinal homologue, avec un taux d'anticorps qui est multiplié par 150 et une très forte augmentation des anticorps neutralisants. Donc ça, c'est vraiment très encourageant, et une tolérance équivalente. Et au Royaume-Uni, ils étudient un peu tous les schémas possibles et imaginables, avec 4 ou 12 semaines d'intervalle entre les deux doses. Ils n'ont pas encore publié leurs données d'immunogénicité. Et en termes de tolérance, eux, ils ont un petit quelque chose, puisqu'ils rapportent 25% de réactogénicité supplémentaire après la deuxième dose sur un schéma hétérologue par rapport au schéma homologue équivalent. Je vous remercie beaucoup. Il se peut qu'à l'avenir, vous ayez besoin de petits conseils vaccins. Donc, je vous ai mis mon mail et celui de la BP, de la boîte d'avis, qui sert à la fois aux vaccins, aux voyages et aux infections sexuellement transmissibles. Et puis, si vous êtes intéressé, on émet toutes les semaines une newsletter qui tient sur 1 à 4. Promis, on ne dépasse jamais. Que vous pouvez recevoir par boîte mail avec une demande d'inscription à mon collègue Fabien Kédé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maëva pour cette présentation très exhaustive et claire. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Ah, Philippe. Oui, merci beaucoup Maëva. Tu n'as pas du tout abordé, si je ne dis pas de bêtises, très prochainement s'ouvre la vaccination des adolescents. Oui, c'est pour très bientôt, voilà. Effectivement. En fait, je voulais juste ton point de vue personnel et professionnel. Est-ce que cette vaccination des adolescents est médicalement justifiée et s'appuie sur du gros background, ou est-ce qu'elle est le fait qu'on aura une difficulté de toute façon à avoir une optimisation de la vaccination du monde Alors, je pense qu'elle est en premier lieu sur le deuxième point, c'est-à-dire justifiée par le fait qu'on a besoin d'obtenir des couvertures vaccinales fortes. Le fait qu'on ait ces variants préoccupants sur le territoire et plus largement qui circulent ou qui circuleront de toutes les manières sur le globe fait que le R0 que vous connaissez bien maintenant a bien augmenté. Il est à 4 sans les mesures barrières. Et si bien que les couvertures vaccinales qui avaient été annoncées en début de pandémie ont augmenté et que, en gros, à moins d'obtenir 90% de couverture vaccinale chez les adultes, on ne s'en sortira pas à obtenir des couvertures vaccinales qui permettront de bloquer la circulation du virus dans la population. Et donc, effectivement, on a besoin de faire appel aux tranches d'âge plus faibles pour obtenir des couvertures vaccinales globales qui soient meilleures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si le signal de pharmacovigilance des myocardites se concrétisait, enfin se confirmer avec les fréquences qui sont décrites en Israël, par exemple, puisqu'ils ont un peu plus d'avance. Eh bien, la balance bénéfice-risque reste favorable du fait de la protection contre des Covid qui ne sont pas si rarissimes chez les enfants et chez les adolescents, avec des chiffres d'hospitalisation, quand on regarde à l'échelle d'un pays, qui sont quand même relativement impressionnants, et des décès qui sont au nombre de 600, par exemple, sur la dernière évaluation aux États-Unis, chez les enfants. Et notamment un intérêt à protéger contre le syndrome multisystémique, d'inflammation multisystémique, qui a été décrit à cette occasion-là. Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture à partir de 12 ans de la vaccination à partir du 15 juin. Et par contre, on est tous à lui faire « Oh là, doucement !» Donc la HAS est en train d'émettre des recommandations pour démarrer très doucement sur la baisse des âges auxquels on proposera la vaccination. Et puis je m'associe à plusieurs groupes d'experts qui avons édité
elle devrait sortir très prochainement, notre avis sur le fait également d'aller très doucement sur la baisse des âges dans la campagne de vaccination et comme depuis le début, bénéficier de l'expérience des copains qui sont moins frileux que nous, peut-être à tort. Voilà. Une autre question? Nicolas. Merci Maëva, c'était super. Moi j'ai une question. On a pas mal de patients là avec le délai à 12 semaines d'AstraZeneca qui sont encore entre les deux injections et qui se posent des questions sur l'opportunité de faire la deuxième, parce qu'entre-temps ils ont eu le temps d'entendre beaucoup de choses très négatives sur ce vaccin. Et donc pour les rassurer en pratique sur le risque de thrombose après la deuxième injection, est-ce que tu as des données là-dessus? Est-ce que ça arrive encore après la deuxième si on est passé à Alors travers c'est un manque sur dans la les première? données, effectivement, c'est un manque dans les données. Pour le moment, je ne suis pas capable de dire, et les rapports de la NSM ne nous disent pas si on est sur toujours des premières doses ou sur des deuxièmes doses. Et les délais étant très longs, on a démarré les deuxièmes doses d'AstraZeneca il n'y a pas longtemps du tout. Donc en fait, on a encore assez peu d'expérience à ce sujet-là. On peut les rassurer en disant qu'en ayant fait cette sélection des âges, on a quand même des cas rapportés chaque semaine qui sont bien moindres que ce qui a été au pic de la problématique AstraZeneca. Et donc on est sur des chiffres en termes d'incidence qui sont... à l'échelle européenne, quand ça a commencé, on était à peu près à 1 pour 200 à 300 000 avec des disparités entre les pays. L'Allemagne avait... et la Norvège avait des taux un petit peu plus importants et nous on est plutôt sur des taux un petit peu plus faibles, et en faisant cette restriction d'âge on est plutôt sur des taux à 1 pour 500 000, enfin entre 1 500 000 à 1 pour 1 million. En termes de balance bénéfice-risque, c'est juste tellement enfin, il n'y a même pas, il y a rien à dire en fait. Alors évidemment, c'est la question, bah oui, balance bénéfice-risque, mais si j'ai autre chose disponible, après pour les personnes les plus... Alors, à l'échelle collective, pour le moment, on ne peut pas se passer d'AstraZeneca. Certes, on entend qu'on a des gros apports de Pfizer, mais pour le moment, on mange tout, on dépense tout. On a entendu qu'on faisait des stocks, etc. Non, globalement, on dépense tout. Et on arrive à tout dépenser, à la fois les Pfizer et les AstraZeneca, même s'il y a eu des petits ralentissements et même si, à certaines échelles, il y a eu un peu de grogne sur le vaccin d'AstraZeneca. Mais globalement, on dépense tout. Et ce qui est le plus important, c'est d'aller le plus vite. Donc ça, c'est vraiment pour l'échelle collective. Après, à titre individuel, pour les personnes qui sont les plus inquiètes, nous, ce qu'on recommande, c'est de lâcher l'affaire. On commence à avoir des données sur les vaccins, sur les schémas hétérologues. Donc, pour les personnes les plus stressées, je crois qu'il faut dire OK, un vaccin ARN en deuxième dose.